Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue dans le 18-30. Comme chaque mardi, on ouvre la boîte à idées. Alors, je recycle, tu recycles, il recycle, nous recyclons. Mais le mieux ne serait-il pas de limiter nos emballages ou même d'en créer de nouveaux, de plus naturels? On en discute dans quelques instants avec nos invités, mais tout d'abord, gros plan sur un matériau étonnant. Un emballage qui vient de la Terre pour y repartir, est-ce possible? Et oui, et c'est dans Le Monde d'après, signé cette semaine Nicolas Albrand et Régis Guillon. Nous continuons d'explorer les tendances qui feront le monde de demain. Aujourd'hui à Montcrabeau, à la limite du Gers et du Lot-et-Garonne, pour découvrir l'emballage qui vient de la Terre et qui retourne à la Terre. Ici, en pleine campagne, on fait pousser des emballages. Cette grange abrite une start-up qui fait pousser des emballages 100% végétaux et compostables. La société s'appelle Embellium. Son créateur, ancien ingénieur dans l'industrie, a mis au point une drôle de matière 100% bio qui a les propriétés du polystyrène mais en plus propre. Rémi Laurent, créateur d'Embellium, matériau végétal non polluant qui remplace le plastique. C'est un secret de fabrication parce que c'est un tour de main, c'est une façon d'agréger les matériaux entre eux pour arriver au résultat voulu. Voici ce qu'on peut fabriquer avec ce matériau, des emballages ou des objets 100% bio. Avec Embellium, donc on peut faire beaucoup d'objets. Donc ça va de l'objet le plus technique qui est ici. Donc ce sont 4 coins qu'il suffit de casser pour venir protéger une caisse, un objet technique. Donc là, on est sur une pièce vraiment technique. Ici, c'est une pièce effectivement de protection pour une bouteille de Bordeaux, mais qui a vocation à non seulement protéger la bouteille, mais également la présenter. La recette de ce nouveau matériau est secrète. On saura seulement qu'il y a des fibres végétales, du chanvre ou du maïs, et des filaments de mycélium, le blanc du champignon. C'est en cherchant en fait à rendre mes ruches plus naturelles, plus saines pour mes abeilles, que j'ai cherché un matériau pour isoler mes ruches, un matériau qui soit 100% naturel. On s'arrête un instant sur la partie la plus spectaculaire. Ce n'est pas seulement une matière qui remplace le polystyrène pour faire des emballages plus écolos. C'est une matière qui pousse, qui se cultive. Pour cultiver l'Embellium, 3 étapes. 1. On place le mélange naturel dans des moules. 2. La matière est arrosée pendant 3 ou 4 jours. C'est là qu'elle pousse et prend sa forme dans le moule. 3. On déshydrate l'objet dans un four spécial qui supprime toute humidité. Une fois qu'il a servi, l'objet est compostable, retour à la terre sans polluer. Il s'agit bien d'un compostage naturel, sans besoin de chauffe ou quoi que ce soit. Il suffit de le mettre dans un tas de feuilles ou un tas de gazon, et en 12 semaines, la matière retourne à son état d'origine. Alors évidemment, la start-up vise des entreprises qui ont une sensibilité environnementale, car l'emballage sera plus cher que du polystyrène ou du plastique. Mais la démarche est vraiment novatrice et intéressante quand on sait que 10 millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans. Nicolas Albrand, bonsoir. Bonsoir. Alors la démonstration est faite, il est possible de remplacer le plastique ou le polystyrène par un matériau naturel. Exactement, 100% de produits naturels dans ce nouveau matériau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la fabrication en circuit court. Les matières premières sont des produits agricoles qui viennent du sud-ouest. Et ça intéresse qui alors? Alors ça intéresse pour l'instant l'industrie de la parfumerie, des cosmétiques pour les emballages de parfums, de produits de beauté, les producteurs de vin, on l'a vu, pour les emballages de bouteilles, et puis tous les créateurs plus généralement d'objets de décoration. Les arguments ne manquent pas, il faut maintenant convaincre les industriels qui souhaitent verdir leur image, puis aussi réduire leur empreinte carbone. Alors des emballages bio, il en existait déjà, mais c'est quoi le plus de cet inventeur? Alors oui, il y avait des emballages en carton par exemple ou de la vaisselle ou à base de fibres de canne, tout ça, ça existe déjà. Là, la nouveauté, ce sont les ingrédients et le positionnement. Cet emballage compostable vise des secteurs qui utilisent encore beaucoup d'emballages plastiques. L'idée, c'est de se positionner par exemple sur des emballages isothermes avec ce matériau naturel qui résiste au choc, aux flammes et à la chaleur en général. Merci Nicolas pour cet éclairage. Jean-Olivier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de France Nature Environnement en Occitanie.
Alors, chaque Français produit 568 kilos de déchets ménagers par an et pourtant, si on en croit cette étude, la réduction de ces déchets et des emballages est leur première priorité aux Français. Alors, est-ce qu'il y a une évolution qui s'amorce dans les mentalités ? Dans les mentalités, certainement, et la prise de conscience écologique est massive aujourd'hui, mais dans la pratique, c'est pas forcément aussi simple, y compris, on l'a bien vu avec la période de confinement, on a été amené à changer nos pratiques, mais plutôt dans une logique de plus d'emballage, plus donc de déchets quelque part. Donc du coup, pour l'instant, les dispositifs et les solutions qui existent sont pas forcément évidentes pour que chacun d'entre nous puisse effectivement contribuer à réduire drastiquement les déchets, qui est un enjeu majeur aujourd'hui pour la planète, parce que la planète suffoque sous ces montagnes de déchets, avec toutes les répercussions que ça peut avoir. Et on l'a vu, les Français disent c'est notre priorité. Mais bon, Bruno Roussel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général des services chez Trifil. Alors la vocation de Trifil, c'est d'assurer la valorisation de ces déchets ménagers. Vous œuvrez sur le Tarn, l'Hérault, la Haute-Garonne, soit plus de 350 communes. Alors je soumets à votre expérience cette autre étude. Selon elle, nous n'aurions pas consommé plus d'emballage entre 2019 et 2020. 47% des entreprises fabriquant des emballages auraient enregistré une baisse de leurs commandes. Est-on sur la bonne voie ou ce chiffre est en trompe-l'œil d'après vous ? On peut considérer qu'on est sur la bonne voie et je confirme ces chiffres en tout cas en ce qui nous concerne. On a pu constater sur les 10 dernières années une baisse relativement significative de ces déchets, moins 5,4 en ce qui nous concerne. Par contre, malheureusement, et là où ça devient du trompe-l'œil, c'est que nous avons d'autres indicateurs, et je pense en particulier à des déchetteries qui, elles, voient leur volume de déchets augmenter, ce qui nous fait finalement un solde positif. Oui. Et je crois que nous nous rejoignons dans aujourd'hui cet objectif que nous devons avoir de la réduction. Il y a un effet confinement aussi, comme nous l'a dit Jean-Olivier. L'effet confinement, nous l'avons, nous, mesuré. Malheureusement, nous en sommes encore en cours, quelque part, mais nous l'avons vu sur la partie des déchetteries, où là, nous avons constaté, en particulier parce qu'il y a eu une fermeture pendant 2 mois, une légère baisse, mais malheureusement, on ne pense pas que ça soit du structurel, c'est vraiment un effet conjoncturel qu'on attribue à la crise. Alors, il y avait les colis, notamment, oui. Et on se rend compte que des colis sont souvent, selon une autre étude, à 43% vides. Sous-entendu, on suremballe, quoi. On suremballe bien trop, bien sûr, on commence à s'en rendre compte, mais malheureusement, le système qui fait qu'on est livré de manière individuelle sur des petites quantités fait qu'il y a du suremballage en excès, bien sûr. Une des solutions, et que ce soit, on en parle pour l'alimentaire, mais sur les différents produits, c'est d'avoir des acheminements groupés, mutualisés, revenir à des points de vente locaux qui sont en capacité de distribuer et de sortir de cette logique de la consommation individuelle qui pousse à ce suremballage parce que protection, parce que pour éviter la casse ou autre. Et donc du coup, on a aujourd'hui cette accumulation d'emballages qui n'ont que quelques instants de vie finalement et qui sont le vrai problème auquel on a affaire. Ces déchets ayant tout un tas de conséquences qui sont importantes à rappeler. C'est-à-dire que très souvent, ce sont soit des matières plastiques qui ont des effets néfastes sur la santé parce que perturbateurs endocriniens et des atteintes à peu près toutes les fonctions de l'organisme humain notamment, mais aussi de la nature. Des aspects du coup... donc excusez-moi là, du polluants coup, aussi évidemment. Polluants, voilà, du coup à tout point de vue, donc de toxiques en fait et d'effets toxiques. C'est ça, à tout point de vue. Oui, c'est également très mauvais pour nous, pour simplifier. Alors penchons-nous sur le futur, qui passera évidemment par la technologie. On a vu en début d'émission avec vous, Nicolas, le polystyrène végétal d'Embellium. On va partir à présent dans les Hautes-Pyrénées chez Agromat, qui invente ou développe les agromatériaux de demain. Regardez. Agromat, halle de démonstration unique en France, accompagne ainsi de nombreux projets vers la lumière. C'est un véritable pont entre les recherches en laboratoire et l'industrialisation. On peut, lorsque les industriels nous le demandent, réaliser éventuellement des pré-séries qui vont servir à l'industriel à tester le marché. Et si effectivement le produit intéresse le marché, eh bien à ce moment-là, l'industriel pourra ensuite voler de ses propres ailes. Laboratoire, université, groupe de recherche, collectivités, coopératives, agences de développement, experts, artisans, mais aussi industriels sont prêts à parier sur l'avenir des agromatériaux.
Cette pièce est un profilé qui a été fabriqué à partir de bois revalorisé, des déchets bois issus de l'activité du BTP et de plastique recyclé. C'est en fait donc un profilé composite qui peut avoir des utilités pour des aménagements extérieurs. Dans les Hautes-Pyrénées, l'implantation d'une unité industrielle pour la revalorisation des déchets bois et plastiques doit ainsi voir le jour à l'horizon 2022. Ces innovations, comme celles qu'on vient de voir, Bruno Roussel, ça reste, j'allais dire, une goutte d'eau dans un océan de plastique ou ça arrive sur le marché? Non, on commence à voir de plus en plus l'arrivée de ce type de produits sur les marchés et nous-mêmes, nous travaillons à pouvoir récupérer, à pouvoir trier, à pouvoir sélectionner l'ensemble de ces produits qui ensuite, il y a un certain nombre de circuits peuvent être orientés vers des industriels qui les recyclent. Et je crois, tout à l'heure le propos, nous avons démarré par cette notion de diminution, de prévention. On voit bien aujourd'hui qu'il est important aussi que l'on arrive à détourner et à recycler un certain nombre de produits que nous avons dans nos poubelles, que nous retrouvons dans nos déchets. Et les chiffres, là, il y a une grosse marge de manœuvre dans cette logique prévention, détournement, recyclage. Parce que et valorisation. Les nouvelles technologies vous permettent aussi de mieux recycler ou plus recycler. Oui, mais pour pouvoir recycler, il faut, et c'est un des enjeux aussi aujourd'hui, que nous puissions récupérer les produits. Et on a besoin, nous retrouvons beaucoup trop de choses aujourd'hui dans ce qu'on qualifie d'ordures ménagères, alors même que pratiquement les 2/3 de ce que nous récupérons dans les ordures ménagères pourraient avoir, s'ils étaient bien triés, mieux triés, et mieux recyclés, être revalorisés et pouvoir effectivement freiner et inverser cette spirale aujourd'hui que l'on connaît et les questions d'environnement. Sachant que sur les nouveaux matériaux, du coup y compris issus du naturel, donc de l'agriculture, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, notamment les terres dédiées à cette production ne sont du coup plus dédiées à la production de nourriture et d'alimentation, et sur une terre qui compte 7 milliards d'habitants aujourd'hui, c'est quand même pas neutre, et donc du coup on ne peut pas se dire simplement qu'on est en train de trouver, même si l'innovation technologique est particulièrement intéressante, reste à vérifier qu'elle n'a pas d'effet secondaire indésirable comme pouvaient l'avoir les plastiques ou d'autres aspects. C'est à surveiller, oui, ça aussi. Et par ailleurs, on prend sur les terres agricoles et donc du coup, on ne peut pas se dire comme ça. Donc clairement, de toute façon, la logique est d'aller vers moins d'emballage, du vrac, de la consigne et d'autres aspects comme ça. C'est ça, oui, qu'il faut garder en tête. Merci à vous, messieurs. Restez avec nous. On va poursuivre le débat avec de nouvelles initiatives. Mais les téléspectateurs du Gard, de Quercy-Rouergue, du Tarn et des Pyrénées-Orientales ont rendez-vous avec leurs journaux de proximité. Quant à nous, on reprend le débat dans quelques secondes. On continue à parler de la gestion de nos déchets, plus particulièrement de nos emballages, et on accueille Benoît Roux. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Avec vous, jamais de recyclage, que des initiatives inédites. Évidemment. Absolument. Et pour commencer, du concret, fini les barquettes en polystyrène, on l'a vu, pour vendre de la viande ou du poisson. Depuis le 1er mars, le groupe alimentaire Auchan a supprimé ce contenant non recyclable pour le remplacer par des nouveaux en fibres végétales, en l'occurrence de la canne à sucre. Plusieurs petits commerces le font déjà, nous l'avons dit, mais là c'est la grande distribution qui se lance dans la barquette végétale. Ces barquettes sont 100% compostables ou recyclables, y compris le film et l'étiquette. Une initiative verte à l'échelle industrielle lancée depuis mars dans cette chaîne de grande distribution. Les consommateurs découvrent et sont séduits. C'est quand même mieux, pour le point de vue écologique, c'est mieux. Je pense que de toute façon, plus il y en aura, et plus ça incitera les gens. Et peut-être qu'un jour, toutes les autres barquettes disparaîtront. Et 618 magasins en France seront bientôt équipés. Des rayons autres que celui de la viande ou du poisson, comme celui du fromage à la coupe, vont suivre. Et le petit plus, Patrick, ce nouvel emballage va permettre de conserver les aliments un jour de plus et de réduire le gâchis alimentaire. Bruno Roussel, est-ce qu'il y a beaucoup de matériaux encore non recyclables sur le marché? Je pense aux paquets de chips, alu et plastique, aux barquettes de jambon, aux boîtes en plastique. Malheureusement, on a encore effectivement de l'ordre d'un peu plus de 20% de produits et des produits de la vie courante. Vous venez d'en citer. Il y a un
produit un petit peu symbole, le pot de yaourt. Quand on pense qu'aujourd'hui, le pot de yaourt n'est pas recyclable. Alors, il y a des initiatives, vous venez d'en citer, il y en a d'autres sur notre territoire. Le pot de yaourt en plastique, parce que oui, le pot de yaourt en verre, pour le coup, ça fonctionne. En plastique, non recyclable, ça fait partie de ces choses, je le cite en tant que symbole. Et on voit à travers votre reportage se mettre en place, me semble-t-il, cette logique, nous échangions tout à l'heure en parlant de stratégie pour avancer. Je crois qu'elle est, d'abord, c'est une stratégie collective qui devra intégrer les producteurs, on le voit, il y a des efforts de R&D à faire. Les consommateurs. Et oui, les consommateurs s'y mettent aussi. Les consommateurs s'y mettent et sont en attente aussi de solutions. Et d'ailleurs, il existe dans une ville comme Toulouse une chaîne de commerce qui maintenant pratique le vrac. Le vrac, y compris le contenant, parce que c'est un des aspects liés d'ailleurs au couvre-feu qui fait qu'on est amené souvent à se faire livrer ou à commander. C'est souvent beaucoup d'emballage et de suremballage. Il est maintenant possible dans pas mal de restaurants, par exemple à Toulouse, de venir avec son contenant en verre. D'ailleurs, la loi prévoit que en venant avec un contenant en verre propre, on doit pouvoir se servir en tout lieu des aliments dans ces contenants en verre. Benoît, vous avez aussi noté la fibre intelligente de certains emballages. Absolument, et c'est un projet européen baptisé Glopac. Parmi les innovations, une étiquette avec un emballage intelligent. L'idée, c'est de coupler les étiquettes classiques, celles qu'on appelle les RFID, comme on les voit derrière moi, et où il y a des informations, on y rajoute un biocapteur, par exemple des protéines végétales, ce qui permet de mesurer l'état de fraîcheur du produit en permanence ou la présence de bactéries. L'université et l'INRA de Montpellier participent à ce projet qui va aboutir en fin d'année. À terme, on peut imaginer, Patrick, un frigo rempli avec ces produits emballés, et les nouvelles étiquettes vous diront lequel prendre en priorité, même si la date de péremption n'est pas celle qui est la plus proche. Alors, les technologies vont interdire de choisir ce que je veux manger ce soir. C'est terrible. Allez, toute autre chose, enfin, des communes qui se mobilisent pour les énergies vertes. Oui, différent, vous l'avez dit, mais tout aussi écologique. Ça se passe à Ramonville, à côté de Toulouse. Et le maire reprend un concept pratiqué par les associations de consommateurs, les achats groupés. L'idée, c'est de peser sur la tarification des fournisseurs d'énergie verte pour réduire la facture. Et on incite au passage les citoyens à faire la transition vers une énergie moins polluante. Selon les calculs de la mairie, les 8000 foyers pourraient réaliser entre 150 et 350 € d'économie. La mairie, évidemment, a souscrit aussi ses abonnements gaz et électricité vert, comme l'ont fait aussi des intercommunalités, celles du pays sud-toulousain autour de Carbone. Jean-Olivier, ça vous parle, ces énergies vertes en achat groupé comme ça? L'achat groupé, la mutualisation, la relocalisation et du coup cette capacité aussi que les citoyens s'emparent des choix de la production d'énergie qui peut leur être proposée, ça va clairement dans le bon sens. C'est de cette manière-là aussi qu'on peut contrôler du coup le type de production, clairement sensibiliser davantage et mesurer ce que représente la consommation et donc de viser une réduction et une sobriété énergétique aussi sur ces aspects qui est clairement indispensable. Bruno Roussel, pour conclure en 30 secondes, on a vu les collectivités locales, elles ont également leur rôle aussi à jouer dans la gestion de nos emballages, évidemment. Ah, tout à fait. Et pour rebondir sur la question des énergies, sachez que moi, à Trifil et chez beaucoup de nos collègues, nous transformons nos déchets en énergie. Nous sommes des producteurs d'énergie, du biogaz, de l'électricité verte, de l'hydrogène. En ce moment, c'est beaucoup d'actualité. Ouais. Trifil dispose d'une station hydrogène depuis bientôt 7 ans, faite à partir de nos déchets. Oui, nos véhicules peuvent aussi rouler avec nos déchets. Au-delà des emballages, c'est aussi un avenir. Mais on est bien d'accord pour dire que ça viendra d'abord de la réduction et ensuite d'une meilleure valorisation. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir participé à ce débat qui nous a emballés, évidemment. Merci à vous, Benoît, pour ces initiatives. Jamais recyclé, je le répète. Demain à 18h30, vous retrouvez Anne-Sophie Mandrou. Son « À vous, la parole » sera consacrée aux allergies. Pollen en extérieur, télétravail et pollution en intérieur. Bref, elle répondra à vos questions avec ses invités. Tout de suite, la météo suivie de vos éditions régionales. Bonne soirée sur France 3.